Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnage. C'est le boss de Real City. Ça sent le succès. Quand tu vois Sim City, ça sent le succès. Mes amis, bienvenue la gang Mireille Rose a.k.a. Lady Rose. Bienvenue à Mes Amis en grand titre cette semaine, profilage racial à Montréal avec Alex Stanley Bazin, qu'on va voir en deuxième partie après les actualités courantes. Donc, ce soir, comme je viens de dire, je reçois M. Max Stanley Bazin, qui est président du conseil d'administration de la Ligue des Noirs du Québec. En deuxième partie, donc je vais être en entrevue avec lui. Je suis très content qu'il ait accepté mon invitation. Un gros merci. On aime ça avoir des hommes de qualité à l'émission de Mes Amis. Donc, disclaimer, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste, je ne suis pas scientifique, je ne vous passe une information. C'est vraiment à vous de valider ces informations-là. Mais je suis assez bonne dans mes recherches et je vous invite bien évidemment à partager l'émission. Ceux qui n'ont pas encore adhéré à luxmedia.info, quand vous allez voir l'émission, s'il vous plaît, adhérez à luxmedia.info. C'est extrêmement important. Donc, prenez présentement dans votre browser, à toute la gang qui nous regarde sur luxmedia.info, je fais un beau salut, et de le mettre sur TikTok, de le mettre sur Facebook, de le mettre sur Twitter, de le mettre partout où ce que vous êtes dans vos médias sociaux. Donc, sans plus tarder, on va commencer directement avec les midterms qui s'est passé hier, dans le fond, avec les États-Unis. Moi, je parlais près de deux gouverneurs que j'aime énormément et que j'ai vu qui ont fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je vais lire un petit peu l'article que j'ai pris en note pour vous, que j'ai fait la traduction. Puis après ça, je vais vous mettre une vidéo qui va, dans le fond, vous faire la traduction tout simplement de la vidéo en anglais que je vais faire tantôt. Donc, le gouverneur DeSantis remporte la réélection en Floride dans une déroute complète et totale. Le gouverneur républicain a démontré sa viabilité en tant que candidat potentiel à la présidence en battant Chuck Crisp, un démocrate largement reconnu dans l'État. Ron DeSantis a remporté un deuxième mandat en tant que gouverneur de la Floride dans un déroute mardi, selon l'Associated Press, cimentant l'emprise des républicains sur le pouvoir dans un État qui était autrefois un champ de bataille de premier plan, ainsi que sa propre réputation de principal candidat à la présidence. Moi, j'ai hâte de voir ça. Je trouve ça absolument exceptionnel. Donc, dans un discours que vous allez voir tantôt, il dit comme ça que victoire énergétique de sa part, il s'adressait clairement au public national, rassemblant beaucoup de candidats qui, dans le fond, qui louaient, qui l'appréciaient, qui aimaient le fait qu'il était là, qu'il avait gagné. M. DeSantis a dépeint la Floride comme un phare et lui-même comme un leader transformationnel qui a fait basculer l'État de manière décisive vers la droite. L'article continue à dire « La survie de l'expérience américaine nécessite une reconnaissance des vrais principes américains » qu'il dit. Il dit comme ça que la Floride a prouvé que cela pouvait être fait. Nous offrons une lueur d'espoir que des jours meilleurs vont attendre la Floride. Je vais demander à André de mettre dans le fond la vidéo, puis après ça, je vais faire un petit peu mon analyse là, sur d'autres points là-dessus, s'il te plaît, André. Now, this great exodus of Americans, for those folks, Florida, for so many of them, has served as the promised land. We have embraced freedom. We have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers, and we reject woke ideology. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die.
People have come here because our policies work. Leadership matters. We refuse to use polls and put our finger in the wind. Leaders don't follow, they lead. We set out a vision. We executed on that vision, and we produced historic results. And the people of this state have responded in record fashion. Now, while our country flounders due to failed leadership in Washington, Florida is on the right track. I believe the survival of the American experiment requires a revival of true American principles. Florida has proved that it can be done. We offer a ray of hope that better days still lie ahead. I am proud of our achievements in this state. I am honored by your support, and I look forward to the road ahead. I have fought the good fight. I have finished the race in this first term, and I have kept the faith. We've accomplished more than anybody thought possible 4 years ago, but we've got so much more to do, and I have only begun to fight. God bless you all. Thank you very much. De retour en studio, les amis. Écoutez, moi, DeSantis, pour moi, c'était vraiment un des meilleurs gouverneurs là, qui s'est tenu debout devant le Deep State, devant Joe Biden, qui a refusé le port du masque pour les enfants. Il a même fait une entrevue, une point de presse avec une petite cocotte là, de 6-7 ans qui s'est fait retourner à la maison, je pense une dizaine ou une douzaine de fois, quelque chose de stupide comme ça par rapport à l'école, parce qu'elle ne voulait pas porter son masque. C'est un petit bout de chou de 7 ans qui a mis son pied à terre, qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont même pas eu le courage de faire ça. Pour moi, DeSantis, c'est vraiment un homme advenant, un homme intelligent. Il s'est tenu debout, même devant les tempêtes qu'il y a eu en Floride, les ouragans qu'il y a eu, les explosions qu'il y a eu, il a toujours resté ferme, il a toujours été vrai, il a toujours été franc, il a démenti les médias qui mentaient sur la population floridienne. Fait que moi, je lui lève mon chapeau à 100%. Je continue l'article qui dit comme ça que les électeurs ont fait l'éloge de M. DeSantis pour sa gestion de la pandémie de coronavirus qui a fait l'objet de critiques acerbes pour avoir correctement suivi les directives des experts en santé publique. Les entreprises ont rouvert et les enfants sont retournés en classe plus tôt que d'autres dans les États. La Floride était un refuge de santé mentale quand le monde est devenu fou, a déclaré DeSantis. Nous étions une citadelle de liberté pour les gens de tous les pays et en fait du monde entier. Nous avons fait face à des attaques, nous avons pris des coups, nous avons résisté aux tempêtes, mais nous avons tenu bon, nous n'avons pas reculé, nous avions la conviction de nous guider et nous avions le courage de diriger. Moi, je lève mon chapeau à cet homme. Bravo pour tout ce qu'il a fait pour la communauté floridienne et les États-Unis. Je suis très contente. En tout cas, personnellement, pour moi, je suis très contente qu'il a gagné les élections là-bas. Là, il y a une place que lui, il peut devenir vraiment président des États-Unis. C'est majeur, là. On ne va pas se le cacher, c'est gros. Moi, j'aimerais ça le voir en concurrence. Au lieu de Pence, j'aimerais ça le voir vraiment aller avec Trump ou sinon qu'il devient vice-président avec Trump. Ça serait vraiment deux pilier extrêmement important, je crois. En tout cas, c'est pas encore terminé. Ça bouillonne aux États-Unis avec les midterms, fait que j'espère que ça va porter fruit. Il y a une autre femme, une autre gouverneure que j'ai vraiment aimée. Je pense que vous l'avez vue, une petite blonde, très, très, très coriace, très, 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 très forte. Exactement, merci André. Marjorie Taylor Greene a facilement gagné. L'article dit la représentante a remporté haut la main sa réélection à la Chambre des représentants des États-Unis mardi, battant le démocrate Marcus Flowers à 66 % des votes. Alors que la républicaine célébrait sa propre victoire mardi, elle a déjà
et faussement affirmé que l'élection présidentielle de 2020 avait vu une fraude électorale de masse à une échelle qui devrait terrifier tous les Américains, quel que soit leur parti politique. L'année dernière, Greene a été dépouillée de ses fonctions au sein du comité en raison de son adoption de théories de complot qu'elle a perpétuée dans le passé dans les médias sociaux. En 2021, elle a déclaré « J'ai été autorisée à croire que des choses qui n'étaient pas vraies et c'est absolument ce que je ne regrette pas. » Moi, qu'est-ce qui me fatigue avec tout ce que je viens de vous lire dans cet article-là, c'est que les médias, ils vont toujours, comment je pourrais dire, donner une désinformation à la population. Je ne suis pas aveugle, vous n'êtes pas aveugle, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé dans les élections et vous avez vu tous les bulletins de vote qui ont été jetés dans les poubelles, vous avez vu les gens devant caméra qui cachaient ça en dessous. On a vu qu'il y avait une fraude électorale, mais les médias perdurent quand même à dire d'elle que c'est une complotiste, qu'est-ce qu'elle a dit, c'était pas vrai, mais toute la population mondiale a bien vu qu'il y avait des bulletins de vote, pas juste 2-3 bulletins de vote, des camions, des trocs de bulletins de vote. Fait que moi, je peux pas adhérer à des médias qui sont là pour désinformer la population. Je trouve ça traite de leur part, je trouve ça irresponsable et ces médias-là devraient payer pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça, c'est mon propre opinion là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est qu'elle a gagné haut la main, au-dessus de 65 %. La population a confiance en elle, la population n'a pas confiance dans les médias. Moi, c'est ça que ça confirme pour moi. Fait que je la soutiens, elle aussi, dans toutes ses démarches, dans tout ce qu'elle a fait. Elle a vraiment marché, une militante extraordinaire. Je l'ai vue dans quasiment tous les médias sociaux, comment elle s'est tenue ferme et forte. Malgré qu'elle a été destituée, elle a toujours parlé pour son comté, pour son État. Puis, ça a porté fruit, tout simplement. On retourne présentement, on revient au Canada, on revient dans notre beau Québec. Je pense que tout le monde a vu qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Dominique Anglade met fin à sa carrière politique. Je suis complètement bouche bée par ça. L'article dit « Critiqué de toutes parts, Dominique Anglade démissionne de son poste de chef du Parti libéral du Québec et quitte la vie politique. Le PLQ doit opérer un renouvellement de son offre politique, mais aussi de sa façon de faire de la politique. Et on n'a pas le luxe d'être miné par des intrigues internes dont le Québécois n'ont que faire, dit Dominique Anglade. Madame Anglade quittera officiellement ses fonctions de députée de Saint-Henri-Sainte-Anne le 1er décembre 2022, ce qui forcera le gouvernement à déclencher une partielle d'ici l'été dans cette circonscription montréalaise. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu vite, là, quand Denis Coderre, ils ont dit comme ça que c'était lui qui était vraiment le plus plausible à être à sa place de Dominique Anglade. Moi, je ne vois pas personnellement Denis Coderre à ce niveau-là de politique. C'est un homme qui a une belle présence au point de vue de la municipalité montréalaise. Je crois qu'il a fait quand même un bon travail le temps qu'il était là, mais malgré tout, il était très près de la communauté haïtienne, puis je salue son travail aussi parce qu'il a vraiment mis la communauté haïtienne en avant-plan dans le temps qu'il était là versus Valérie Plante. Je pense qu'il ne s'est jamais pointé le pied à Montréal une fois dans sa vie depuis qu'elle est élue, là. Donc, pour moi, personnellement, je ne le vois pas à ce niveau-là, puis lui-même, il a démenti, il a dit non, je veux rien savoir, et laissez-moi tranquille, là, tout simplement. Fait que j'ai hâte de voir qui va prendre la place de Dominique Anglade. L'article continue à dire que j'ai eu de nombreuses discussions avec nos candidats, nos élus, nos non-élus, nos militants, personnalités respectés qui font partie de l'héritage libéral. Ma conviction en la pertinence et la nécessité du PLQ fort à l'Assemblée nationale demeure intacte.
Les enjeux démographiques, culturels, socio-économiques et écologiques sont trop importants pour que l'opposition officielle soit déchirée, a-t-elle insisté en conférence de presse sans prendre les questions des journalistes. Je ne sais pas si tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît, André. Alors bonjour à tous et à toutes. Lors de la dernière élection, on a eu un véritable vent de face. Et depuis le 3 octobre dernier, j'ai pris la pleine mesure des résultats. Et comme plusieurs d'entre vous, j'ai été déçue. J'ai alors entamé une réflexion personnelle que je vous dirais qui est normale dans le contexte. J'ai eu de nombreuses discussions avec nos candidats, nos élus, nos non-élus, les militants, personnalités respectées qui font partie de l'héritage libéral. Ma conviction en la pertinence et la nécessité d'un parti libéral fort à l'Assemblée nationale demeure intacte. Les enjeux démographiques, culturels, socio-économiques et écologiques sont trop importants pour que l'opposition officielle soit déchirée. Le Parti libéral du Québec doit opérer un renouvellement de son offre politique, mais aussi de sa façon de faire de la politique. Et on n'a pas le luxe d'être miné par des intrigues internes dont les Québécois n'ont que faire. En conséquence, ayant à l'esprit les intérêts du Québec et le bien du parti, j'ai informé le président du parti ce matin de ma démission à titre de chef du Parti libéral du Québec. J'annonce également que j'ai quitté mes fonctions de député de Saint-Henri-Sainte-Anne le 1er décembre. De retour en studio, les amis. Écoutez, moi, dans tout ça, je vais toujours saluer le travail de tout homme, de toute femme qui sont partis de rien et qui sont arrivés à des niveaux comme Dominique Anglade. Ça, je ne peux pas lui enlever ses efforts ou l'aide qu'elle a eue pour arriver où ce qu'elle était, ça c'est clair. Mais mon opinion à moi, qu'est-ce qui me déplore là-dedans, c'est que j'ai jamais vu Dominique Anglade vraiment se présenter en tant que femme haïtienne. Oui, elle a dit que bon, sa famille, viennent de là, mais je l'ai jamais vu sur le terrain. Je l'ai jamais vu dans la communauté haïtienne. Je l'ai jamais vu parler d'efforts pour redorer l'image des hommes, des femmes haïtiennes, de toute la discrimination que les Haïtiens et les Haïtiennes ont vécue. Je l'ai jamais vu parler de ça. Et pour moi, c'est comme Barack Obama, il a fait deux termes de 8 ans et c'est à peine s'il y avait des assistances ou n'importe quoi socialement parlant pour les Afro-Américains aux États-Unis. Fait que pour moi, ça me laisse un petit goût amer. Je sais qu'elle a été nominée aussi par défaut, donc je ne crois pas qu'elle avait non plus, comment je pourrais dire, les connaissances politique pour être chef de parti. Ça, c'est mon propre opinion personnelle, parce que, on l'a vu, c'est pas une femme qui avait du charisme, elle n'avait pas d'advenance, elle n'était pas une femme trop advenante, t'sais. On voit que le Legault, il y a une personnalité, on voit que Trudeau, ils ont des personnalités, ces gens-là, mais elle était un petit peu trop froide, trop, je sais pas, distante, là. Je la sentais pas en tant que chef de parti, là, pour vraiment prendre en main et changer le visage de politique avec une femme comme elle, tout simplement. En plus, elle avait travaillé pour la CAQ, donc un petit peu conflit d'intérêts. En tout cas, je lui souhaite bonne chance. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai vraiment hâte de voir c'est qui va prendre la place que je vois. Je ne sais pas si tu as une idée, André, qui pourrait prendre la place à Anglade? Un homme blanc. Vas-y, pourquoi? C'est sûr et certain. Hein? Nous autres, on avait calé Anglade il y a 4 ans qu'elle allait devenir chef. OK. Elle a dompé après parce que c'était pas plus raciste que le Parti libéral du Québec. Oh, wow! C'est un virtue signaling qu'ils ont fait avec elle, that's it. C'est pour ça qu'ils l'ont envoyé à Bilderberg pour la former. Exactement. Puis là, ils l'ont. Je crois qu'elle vient de Mackenzie. Oui, elle vient de Mackenzie. Fait que d'après moi, je crois qu'elle va retourner à Mackenzie. Ils l'ont jetée comme une serviette sale, exact. Une chaussette sale. Puis, regarde, t'as fait ton temps. Puis, on va te laisser Elle a joué la job. C'est genre,
Là, le Parti libéral du Québec dit « Ah, on n'est pas raciste, on a mis une femme noire. » Exactement. Mais elle a perdu. Oui, exactement. C'est vrai qu'elle allait se faire défoncer. Ben oui. Mais je la trouvais quand même assez dans l'Assemblée nationale quand elle se prenait avec Legault. Je trouvais qu'elle avait quand même du torque, là. Elle se démerdait quand même bien. Mais c'est, comme qu'on sait, c'est de la politique. Donc, tout est arrangé avec les gars des vues. En tout cas, comme vous savez, le titre de l'émission, c'est le profilage racial. Et je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui a tourné virale dernièrement. Monsieur Brice Doussa, qui a été menotté par la police. Je vais vous mettre la vidéo un petit peu plus tard, qui a été menotté par la police parce que la police croyait que c'était un voleur, puis c'était sa propre voiture à lui. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce profilage racial-là et après ça, on va écouter la vidéo. Donc, il dit comme ça dans l'article, c'est du profilage racial qui a porté un préjudice. Je ne sais pas si tu l'as, l'article, ou non, André, de celui-là. OK, parfait. Fait que je vais lire, je vais vous mettre un petit peu au parfum. C'est du profilage racial qui a porté un préjudice moral à ma personne, dit M. Doussa. J'ai été traumatisée, assure cet homme arrêté et menotté par erreur. Les policiers n'auraient pas réagi de la même façon s'ils avaient été québécois comme eux, plaide Brice Doussa dans une entrevue accordée à CBC. Pour la première fois, le conducteur soupçonné d'avoir volé un véhicule a livré publiquement sa version des événements qui se sont produits alors qu'il allait acheter des frites dans un établissement du restaurant rapide des environs le marché central jeudi, se souvient-il. Je voulais entrer dans mon auto et quelqu'un est venu me tirer par derrière, me tirer par le bras, par la droite brusquement. J'ai paniqué. Je me posais la question, j'étais perdue. Là, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis en train de vous lire tout simplement qu'est-ce qu'il a dit dans l'article. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre l'arrestation dans un stationnement par 2 policiers habillés en civil. Tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît, André. On va prendre le temps de revenir sur une décision fort importante de la Cour supérieure dont on vous a parlé hier dans ce téléjournal. Je vous remets dans le contexte, le juge Michel Hiergeau qui a ordonné la fin des interceptions sans motif réel d'automobilistes. C'est une pratique policière qui touchait particulièrement les hommes noirs, très ciblés, là. Dans son jugement, il affirme que ces arrestations sont souvent arbitraires et violaient carrément les droits des citoyens en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. J'en discute avec Maître Fernando Belton. Il est avocat criminaliste chez Belton Avocats Incorporé. Maître Belton, bonsoir. Bonsoir. D'abord, c'est une décision que vous avez accueillie favorablement, vous. Absolument. C'est une décision que j'estime qui est historique parce que c'est une des premières fois qu'on annule un précédent de la Cour suprême. C'est arrivé quelques fois au Canada concernant, par exemple, le dossier au niveau de la prostitution, l'aide médicale à mourir. Mais sur cet enjeu-là, c'est une des premières fois. Puis il faut comprendre quand même que le droit vient radicalement de changer au Québec à partir de cette décision-là. Donc on accueille ça avec beaucoup d'enthousiasme. Le droit change radicalement, mais qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours, dans les interventions policières, selon vous? Pour monsieur et madame tout le monde, ça change peut-être rien. Mais pour certaines personnes, tout vient de changer et je vous explique. Parce que très souvent, quand on parle d'interception de routine, on parle d'une interception qui est faite sans qu'on ait un soupçon raisonnable qu'une infraction a été commise. On n'accuse pas les gens d'avoir brûlé un feu rouge, d'avoir commis un impair au niveau du Code de la sécurité routière. On ne vous reproche rien. On fait juste vous détenir, contrôler votre identité et vous relâcher. Et certains de mes clients, eux, le vivent jour après jour dans certains quartiers, vont se faire intercepter 5, 6, 7 fois. Je connais des gens qui se sont fait intercepter une centaine de fois sur la base de cet article-là. Des gens qui ont déménagé de ville parce que dans le secteur où ils sont, ils se font intercepter trop souvent. Des gens qui ont changé d'auto, des gens qui conduisent plus. Je ne peux pas vous expliquer à quel point il y a de bienfaits pour les communautés noires, les communautés racisées, mais aussi, je pense, pour les Québécois dans leur ensemble, qu'on va respecter les droits des gens par rapport à cet enjeu. De retour en studio, les amis. Moi, personnellement, qu'est-ce que je trouve, bien évidemment, parce qu'on regarde cette vidéo-là, on voit le policier qui est appuyé sur l'auto, nonchalant, on t'a pas blessé, on t'a pas fait mal, fait que c'est comme endure, là. Comment veux-tu
stratégiquement parlant, intelligemment parlant, je ne comprends pas que la police, avant d'interpeller cet homme-là, il aurait dû, a priori, demander une pièce d'identité. Tu ne vas pas juste accoster quelqu'un, tu lui mets les menottes directement sans lui poser aucune question. Tu as une plaque. Les plaques sont là pour ça. Il aurait dû vérifier les plaques pour s'assurer que cette auto-là a été volée ou non. Je ne saisis pas la démarche de ces policiers-là. Fait que oui, je peux comprendre qu'il y a du profilage racial. Non, je ne dis pas parce que je suis une femme haïtienne, mais c'est sûr certain que ça vient me chercher d'une manière ou d'une autre. Parce que je suis juste un petit peu, comment je pourrais dire, outré de la manière, dans le fond, cavalière que ce policier-là, pas celui qui le tenait par le bras, il était quand même assez posé puis lui parlait calmement. Mais tu sais, quand quelqu'un te dit comme ça, arrête de crier, quand le gars, il criait absolument pas crié après la police, il était énervé, il était frustré, enlève-moi le menotte, tu mets de menottes et en plus, tu n'as même pas les clés pour les menottes. C'est complètement d'un ridicule. Supposément, il y a une enquête, supposément, qui a été faite là-dessus et je ne sais pas trop qu'est-ce qui arrive avec, mais la seule affaire que je sais, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont entamé une enquête là-dessus. Ils ne savent pas trop quand est-ce que ça va se terminer ou à moins que c'est déjà terminé déjà. Mais qu'est-ce que j'ai vu vite, c'est que l'enquête, elle a été faite et ils ont dit tout simplement que la façon que les policiers y ont agi, ils l'ont fait dans un ordre pour eux autres qui était correct et que l'enquête s'est arrêtée là. C'est tout. Moi, personnellement, j'aurais aimé ça vraiment voir un point de presse avec la police où ce que les policiers font des excuses, tout simplement, publiquement parlant, et qui donnent, je ne sais pas, tu sais, qui font quelque chose, un geste quand même noble. Ils n'ont rien fait de noble à SPVM et ça a toujours été comme ça. Les hommes noirs sont toujours touchés, embêtés, surtout à Montréal-Nord, par la SPVM. Je crois qu'il devrait y avoir plus de policiers haïtiens ou africains, peu importe, dans la communauté à Montréal-Nord pour vraiment briser ce profilage-là et vraiment aider, j'espère, à vraiment avoir une meilleure relation entre les polices et la communauté, surtout les hommes noirs. Je trouve que, en tout cas, le racisme doit arrêter au Québec, tout simplement. Ça fait juste pas de sens, tout simplement, pour moi, de voir ça. Ça doit cesser, tout simplement. Les hommes et les femmes noires sont fiers. Moi, je suis très fière en tant que femme. Je reconnais mes origines, je reconnais mes ancêtres, je reconnais Toussaint, je reconnais tous ces hommes, ces guerriers qui se sont battus pour l'indépendance. Je suis très fière d'être née haïtienne, d'être née en Haïti et de voir qu'à cause de la couleur de la peau, qu'elle soit ma couleur de peau ou de toute autre ethnicité, que ce soit autochtone ou peu importe, ça doit cesser le racisme au Québec, au Canada et sur la planète, tout simplement. Ça doit arrêter, tout simplement. Je vais continuer sur un autre point que j'avais trouvé super intéressant, c'est l'accusation complotiste. Il n'y a pas eu de fraude électorale au Québec, Martel Duhem. Ça, c'est le titre. Mais ce n'est pas ça qu'il dit dans l'article nécessairement, right? Donc, le chef du Parti conservateur du Québec, PCQ, Éric Duhem, a réitéré mardi que l'élection provinciale n'a jamais été fraudée, malgré que pensent plusieurs complotistes. Là, c'est le journal qui dit ça. Il dit « Je n'ai aucune preuve qu'il y a eu de la fraude électorale au Québec le 3 octobre », a-t-il indiqué, en invitant ceux qui croient en avoir à les déposer. Celui qui milite toujours pour avoir un accès à l'Assemblée nationale afin de faire entendre la voix de ses électeurs estime qu'il n'y en a aucune. Ainsi, Éric Duhem estime qu'il ne serait pas responsable de sa part de contester la légitimité démocratique du gouvernement. Il dit « Ce n'est pas vrai que je vais commencer pour le plaisir de le faire à dévaloriser nos institutions et à attaquer la légitimité démocratique du gouvernement pour marquer des points politiques », a-t-il précisé. Moi, qu'est-ce que je me questionne, c'est de savoir...
il y a eu plein de vidéos là, qu'on a vues, qu'il y a eu des gens qui ont supposément ils ont écrit à l'encre bleue, et c'est que quand c'est écrit à l'encre bleue, au lieu d'être à la mine, les votes vont directement au parti sortant. Et aussi, il y a eu plein des gens qui ont voté en double, etc., etc. Donc, c'est toutes des informations qu'on a vues un peu partout sur les médias sociaux. Fait que je me demande, est-ce que oui ou non, Éric Duhaime a vu ces informations-là? Et s'il les a vues, pourquoi il n'a pas demandé? Il y avait quand même 4 jours là, pour demander des preuves. Mais là, en tout cas, lui, il est parti en vacances simplement. Donc, l'article continue à dire que, grosso modo, il y a un vidéo qui a été mis par Alexis Cossette-Trudel qui dit comme ça qu'un leader parmi les complotistes du Québec circule sur les réseaux sociaux. Et je demande à André de mettre la vidéo parce que j'ai jamais vu Alexis dans un état comme ça. Et, fait que c'est ça. Ça, c'est un parti qui est là. Fait que quand je dis qu'il est venu capter le vote contestataire, l'envoyer dans une voie de garage pour empêcher tout pouvoir aux contestataires du Québec, empêcher qu'il y ait des contestataires à l'Assemblée nationale, et après ça, purger le parti parce qu'il allait avoir des mécontents, c'est ça. C'est ça, là, c'est comme ça que ça se fait. OK? Ce gars-là, c'est un traître. Il doit débarquer de là. OK? Dans le live avec Stéphane était comme... il faut lui donner une dernière chance, etc., qu'il suive la base, etc. Non, ce gars-là a trahi, vous a trahi, nous a trahi. C'est probablement, si ce que je dis s'avère et que les témoignages sont vrais, ce gars-là est probablement le plus grand traître de l'histoire du Québec, Éric Duhaime. Et son nom va rester dans l'histoire du Québec comme celui qui a trahi. Au moment où le peuple s'était levé, c'est lui qui nous a trahis, okay? Qui nous a menti, qui a eu double visage, puis qui nous a envoyé nulle part, puis qui nous a coupé le pouvoir qu'on aurait pu avoir à l'Assemblée nationale. L'hostie. Le salopard. OK? Voilà. Alors, c'est ça. Donc, on va laisser ça là-dessus. Je ne veux pas que ce soit trop long. Je vous dis, là, j'en ai de... J'ai marqué comme, mettons, les 16-17 trucs qui m'ont marqué. Il y en a comme plein, des anomalies. Le parti refuse de regarder ça. Non seulement le parti refuse de regarder les anomalies, non seulement il n'a pas abordé les thèmes principaux, quand tu te vas en élection, tu parles de grandes choses. Non, c'est les gyms à 500 $. Il n'a jamais frappé durement contre François Legault. Il a laissé tomber tous les avantages qu'on lui donnait durant la campagne. Il n'a pas contesté la fraude, etc. Faites vos propres conclusions. Quand les gens qui disent « Cossette, c'est ce qu'on voit avec nos yeux. Y compris les témoignages à l'intérieur du parti, OK? Ne pardonnez pas à Éric Duhaime. Ne pardonnez pas à ce gars-là, OK? C'est un hostie de traître. Les amis, j'ai jamais vu Alexis Cossette-Trudel tellement en colère et frustré. T'sais, Alexis va utiliser les termes genre salopard, mais là, il a sacré, là, c'était malade. Moi, une chose que j'aimerais vraiment savoir, parce qu'Alexis, il dit comme ça qu'il y a des preuves qu'il y a vraiment une fraude. Fait que je veux vraiment qu'il fait un web journal là-dessus qui démontre, parce que ça fait partie de sa job, là, de divulguer la vérité. Donc, j'espère un de ces 4, là, en tout cas très, très rapproché, qui va nous démontrer les documents qu'il y a pour qu'on puisse arrêter ça. Il faudrait qu'il fasse ça le plus rapidement que possible, parce que s'il y a une fraude électorale, ça veut dire que le gouvernement qui est là présentement ne devrait pas être là, puis surtout qu'il est en majoritaire, donc il faudrait absolument le destituer si c'est pas lui qui devrait être là. Ça, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, j'espère que, en tout cas, je vous invite à téléphoner ou à contacter Alexis pour lui dire comme ça, regarde, si tu as des preuves, mon ami, sortez ça, sors-nous ça dans ton web journal. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a beaucoup de drag queen, là, la fée des étoiles. Maintenant, c'est une drag queen qui va le faire, Barbada. Il y a une photo qu'on avait vue avec une drag queen puis un bébé. En tout cas, il y a plein de choses qui se passent maintenant avec les drag queens. Tant mieux pour eux autres, mais il y a une affaire il y a une nouvelle qui est sortie dernièrement. Je pense que c'est hier, c'est sorti ou ce matin super tôt, où ce que Justin Trudeau, c'est le premier leader mondial à faire une apparition dans le Drag Race. OK, les juges invités de la compétition Canada Drag Race, Canada versus The World ce mardi, et on a aussi profité pour annoncer la participation
participation spéciale du premier ministre canadien Justin Trudeau. Il s'agit du premier leader mondial à apparaître dans l'une ou l'autre des éditions de Drag Race. Ils disent comme ça que les juges invités cette saison seront l'actrice interprète, productrice Anjuli, l'auteur Gary Janetti, le chorégraphe Hollywood Jade, etc., etc. Donc, ce sont toutes des gens qui sont dans le domaine, que ce soit la mode, que ce soit la culture, que ce soit les arts et tout. Je me demande qu'est-ce que un premier ministre va faire dans un événement comme ça où on voit des hommes qui s'échangent en femmes avec le gros maquillage, etc., etc. C'est correct, c'est du talent, c'est de l'art, il n'y a pas de problème du tout, mais je ne vois pas pourquoi que Trudeau, parmi tous les leaders mondiaux, a décidé de participer et de faire une intervention dans ce type d'émission-là. Je trouve ça un petit peu... pas nécessairement outrageant. Je trouve que ça n'a pas sa place, tout simplement. Tu représentes un pays, ça ne me dérange pas que tu fais des parties à l'extérieur, tu vas dans les bars gays et tout, il n'y a pas de problème du tout. Mais te présenter en tant que leader mondial, tu représentes tout le Canada, toutes les Acabis, toutes les nationalités. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je trouve que c'est pas la chose à faire pour moi. Il y a une vidéo qui, à peu près, il est vraiment, vraiment pas long, mais qui montre sa présence là, directement. Je ne sais pas si tu peux mettre, André, la vidéo. Who's ready for world domination? Please help me welcome the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau! This one is about to go down in history. My jaw just dropped. Oh my goodness! This look is marvelous. I am excited to see you here, but I'm a judgy bitch. That's why I'm on this side today. You know, you're getting judged by the best of the best. Me being here with a crown immediately puts a target on my back. It's a game within a game. Listen, you sneaky fucking bitch. I think there might be a little bit of sabotage going on here. She can go home based on her delusion alone. The stakes are high and the heels are the highest. Who will be queen of the motherfucking world? Iconic! Find out on Canada's Drag Race. Canada versus the world. De retour en studio, les amis. Écoutez, c'est qu'est-ce que j'avais pour vous aujourd'hui pour la première partie. Je vais inviter notre invité Max Stanley Bazin, le président du conseil d'administration de la Ligue des Noirs du Québec, après cette vidéo, le temps qu'on l'installe. Ouais. La Ligue des Noirs du Québec est un organisme à but non lucratif qui est né en 1969 suite aux émeutes de l'Université Saint-Georges-William, actuellement c'est l'Université Concordia. Il y avait beaucoup d'étudiants noirs qui venaient particulièrement des Antilles, qui subissaient le racisme et la discrimination. Et puis après cette émeute-là, la communauté s'est mise ensemble pour créer la Ligue des Noirs du Canada. La Ligue des Noirs du Québec était une section. Dans les années 80, ils se sont séparés et puis la Ligue des Noirs du Québec a continué au niveau provincial. De retour en studio, les amis. Je suis très heureuse avec vous, Mireille Rose, a.k.a. Lady Rose, de recevoir à l'émission de Mes Amis le président du conseil d'administration, Max Stanley Bazin, de la Ligue des Noirs du Québec. Donc, bienvenue à l'émission. Comment ça va, mon cher? Ça me fait plaisir d'être là. Ça va très bien. C'est une première pour moi, dans le fond, parce que je ne connaissais pas votre émission. Donc là, j'apprends, dans le fond. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est une surprise pour moi. Là. Merci. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation dans un premier temps. Comment tu as trouvé la première partie?
Ben, la première partie était un peu touchée. C'est dans le sens que j'adhère pas nécessairement à tout ce que vous avez dit. Mais c'est correct. Mais on est au Canada, donc tout le monde a droit à son opinion. Exactement. Libre choix, c'est ça qu'on prône ici. Écoute, mon cher, on a mis déjà une vidéo d'à peu près 1 minute pour donner une idée. C'est quoi la Ligue des Noirs? Comment que ça a parti, tout ça. Fait que j'aimerais savoir, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement la Ligue des Noirs, comment que la Ligue des Noirs a été créée en tant que président? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oh, il y avait une autre organisation avant, Ligue des Noirs du Canada, puis il y a eu une fusion à un moment donné. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ça a été, à l'époque, j'étais pas là, bien sûr, c'était Don Philippe qui a pris justement la nouvelle organisation qui était Ligue des Noirs du Québec, qui s'est concentrée au niveau provincial. Puis c'est toujours la même organisation présentement, Ligue des Noirs du Québec, qui est présentement, qui est là. Excellent. Puis comment que Dan Philippe, qui était vraiment le pionnier dans le fond, comment que tu l'as rencontré, tu as échangé avec lui, comment qu'il est en tant qu'homme, parce qu'il est rendu quand même assez âgé présentement, c'est le président d'honneur maintenant? Je dirais qu'à l'époque, ben dans le fond, c'est parce que là, présentement, il est plus vraiment dans le circuit. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, c'était quelqu'un quand même d'assez ouvert. On pouvait lui parler, on pouvait lui dire des choses, on pouvait justement intervenir, dialoguer. Je peux vous dire que quand j'étais uniquement là comme ça, à titre de simple membre, ça m'arrivait, il y avait certains sujets, je disais, bon, ben là, il faudrait faire telle chose. Donc, je rédigeais des documents et les documents sortaient comme des communiqués avec quelques légères retouches. Donc, c'était l'ouverture. Donc, c'est ça. Un homme très ouvert. Combien de temps qu'il a été, combien d'années qu'il était là, lui? Ouf, très longtemps, je dirais, là, au moins, je dirais facilement une bonne vingtaine d'années, si ce n'est plus encore. Ah, wow, excellent. Donc, il est vraiment resté là très, très, très longtemps. Là. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps, là, mais je sais que ça a été très longtemps. Mais c'est sûr, il y a eu quelques petites périodes où est-ce que ça a changé. Il y a eu d'autres présidents, mais il a toujours resté là quand même un certain nombre de temps, là. Combien de temps exactement, mais je peux pas vous dire parce que je n'étais pas là, mais... OK, mais toi, ça fait combien de temps présentement que tu es président du CA de la Ligue des Noirs du Québec? Je vous dirais que ça fait un peu plus que 2 ans. OK, parfait. Donc, j'ai été réélu. OK, bravo. Fait que c'est ce mandat à chaque année ou annuel ou à chaque 2 ans? C'est à peu près à chaque 2 ans. Là. À chaque 2 ans, parfait. Et ça a été quoi ta démarche pour arriver à ce niveau-là? Pourquoi tu as été choisi? OK, avant, moi, j'étais membre. Vous me suivez? Et là, j'avais quand même une grande implication, sauf que je ne m'en vantais pas. C'est juste qu'on n'a pas besoin nécessairement de se mettre en avant. Donc, c'est Dan Philippe lui-même qui est venu me chercher. OK. Donc, et puis là, moi, au départ, je disais non. on est venu me chercher. Pourquoi? C'est trop d'ouvrage? Tu avais la chienne un peu? C'était quoi? Pourquoi? Non, c'est juste que j'avais quand même certaines activités. J'avais autre chose, puis ça, à l'époque, je me voyais pas vraiment comme étant le président de la Ligue des Noirs du Québec. Parce que vous comprenez, quand on arrive à ce poste-là, on a toujours des détracteurs, on a toujours des critiques, il y a toujours des choses qui arrivent. Donc, moi, j'ai dit non 2 fois, puis finalement, la santé de Dan Philippe a décliné. Et il n'y avait personne qui avait vraiment nécessairement... Comment je peux dire ça? En tout cas, de ce qu'il m'avait dit, donc j'ai accepté, j'ai dit OK, ça va, je vais aller me présenter. Puis j'ai été élu à l'unanimité encore là, donc c'est... Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes cette position-là au point de vue de représenter la Ligue des Noirs du Québec? C'est un travail social dans le sens que c'est une implication. Donc, est-ce que j'aime le fait de pouvoir changer des choses ou avoir une implication X? J'aimerais ne pas nécessairement avoir à le faire. J'aimerais que tout soit beau. Mais on est dans une société où il y a des choses à faire, puis c'est malheureux, mais c'est ça. On vit avec ça. Exactement. Mais toi, en tant que président, c'est quoi ta mission? C'est quoi les objectifs pour toi au travers de la Ligue? Bien, regardez, il y a plusieurs objectifs. Dans le fond, il y a une question de coordination et de tout le travail qui est fait par le personnel qui est déjà en place. Et il y a également
une représentation, c'est-à-dire, c'est moi qui vois les fonctionnaires, vous comprenez? Ouais. C'est moi qui fais des demandes au gouvernement. Donc, je vais rencontrer des fonctionnaires municipaux, je vais rencontrer la mairesse en plus. Est-ce que vous avez des subventions par rapport à ces fonctionnaires-là, parfois, pour la Ligue? Ou... Oui, ça va arriver parfois qu'on ait des subventions, mais moi, je ne m'occupe pas de la portion administrative. Là. Mais je vous dirais que je vais rencontrer également des ministres fédéraux, je vais rencontrer des ministres provinciaux. C'est moi qui m'occupe vraiment, là. C'est moi qui est là. Donc, donc, il faut savoir quoi demander, comment le demander. Même, regardez, dans cette semaine, probablement, du moins je pense, si jamais c'est prêt, je vais déposer un document à la Chambre au Sénat, vous comprenez? Parce qu'ils m'ont demandé mon opinion par rapport à des choses. Donc, on est là, on fait des actions pour... concrètes, là, pour... Je sais pas trop comment le dire, là, mais c'est parce que les gens ne voient pas nécessairement, parce que moi, je suis pas là pour me vanter et me mettre en avant. La Ligue non plus. On fait des actions. Je vais vous donner un exemple au niveau provincial. On avait demandé qu'il y ait justement des publicités nationales contre le racisme. Bien, dans le fond, c'est moi qui l'avais demandé. Et finalement, c'est sorti. Il y avait également... Bravo. Ce qui avait été demandé, c'est des cours de sensibilisation contre le racisme. Dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, je l'avais demandé. Ça aussi, ça a passé. Excellent. J'avais demandé également que le code de déontologie de la police change par rapport aux questions de profilage racial, etc., etc. Donc, il y a plusieurs choses que je demande dans le cadre d'une année. Et puis au niveau... Qui porte fruit aussi, c'est ça qui est important aussi, là? Oui, mais ça ne va pas nécessairement porter fruit immédiatement. Moi, des fois, je me dis j'ai de la chance, peut-être. C'est pas nécessairement une question d'efficacité. Et quand j'arrive, je me dis... Il y a une efficacité. Il faut quand même être humble aussi. Oui, je suis d'accord, mais il y a quand même une efficacité parce qu'ils répondent. Parce que si on fait des demandes et qu'il n'y a aucune réponse, c'est qu'il y a matière. Je vais vous donner un exemple. L'année passée, j'ai parlé au ministre Lametti au niveau fédéral. Donc, c'est le ministre de la Justice en passant, concernant un sujet particulier qui était, comment dire ça, le fait qu'une personne, je ne veux pas nommer son nom là, en tant que tel, là, même si peut-être qu'il aimerait ça, on ne sait jamais, mais je ne veux pas prendre de chance. Là, je suis d'accord, c'est correct. Concernant un prisonnier, concernant les erreurs judiciaires et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que ça remonte à quelque chose, ça fait très, très longtemps, vous me suivez. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle la commission Poitras. Il y avait plusieurs choses qui se passaient au Québec là, que les gens n'ont peut-être pas le souvenir. Là. Mais à l'époque, les policiers mentaient sur quasiment tout. Puis, tu as l'air d'avoir douté, mais c'est vrai. Non. Moi, je crois qu'ils continuent à mentir encore. Elle est sortie, puis les policiers ont admis qu'ils faisaient de la fabrication de preuves, puis qu'ils mentaient à l'époque. C'est sorti. Là, ça fait partie de l'histoire du Québec. Là. Exact. Donc, c'est ça le point. Donc, mais quand vous êtes prisonnier, puis que vous êtes, comment dire, encore prisonnier, vous étiez dans cette époque-là, c'est comme, il y a quelque chose, là. Donc, moi, je me suis présenté, j'ai sonné à la porte par rapport à la question des erreurs judiciaires et tout. J'ai été entendu, puis après ça, ils ont nommé une commission sur comment dire ça? Ils ont constitué une commission pour justement gérer les erreurs judiciaires. Bien, je dis constituer, mais elle n'est pas encore faite, là, mais ils vont nommer un Noir, puis ils vont nommer un Autochtone dessus, là. Ça va être pour éviter les erreurs judiciaires puis régler par rapport à ça. Donc, c'est sûr, j'ai demandé des choses, j'ai demandé plusieurs choses quand j'ai vu le ministre Lametti, mais j'avais demandé aussi des changements au niveau législatif. J'ai pas tout eu, là, vous comprenez, là. Donc, c'est ça. Mais au moins, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, on m'a demandé de déposer mon opinion par rapport à telle chose, c'est-à-dire par rapport à la commission à venir et tout. Ça, je crois que ça a été déposé il y a environ 2 semaines. Donc, il y a matière à discussion, c'est ça qui est important. L'écoute est là. L'écoute est là. C'est ça. Donc, moi, ça va arriver, on me dit des choses. En tant que président, je vais... Regardez, là, je vais lire
beaucoup de statistiques. Statistique Canada se renseigne sur les Canadiens et Canadiennes. Donc, moi, je regarde ça, puis même au niveau municipal, il y a plusieurs données qui sortent. Moi, je suis obligé de les lire parce que avec ça, on est capable justement d'avoir une meilleure vision de ce qu'il y a à faire. Donc, c'est ça, grosso modo. J'espère avoir répondu à la question. Oui, c'est parfait, mon cher. Écoutez, j'aimerais savoir, dans le fond, la Ligue des Noirs du Québec, est-ce que c'est juste pour les Haïtiens, c'est pour les Africains, c'est pour vraiment tous les Noirs ou c'est vraiment juste les Haïtiens? C'est qui la clientèle qui va là-bas le plus? Je vous dirais qu'on ne fait pas de discrimination. Donc, toutes les personnes des communautés peuvent sonner à la porte de la Ligue. Okay. Donc, un Québécois peut sonner s'il veut, là. C'est déjà arrivé. Parfait. Je vous dirais. Donc, c'est ça. Moi, je regarde. Il y a, la semaine dernière, c'était des Arabes qui se sont présentés. Donc, 2 personnes que j'ai vues comme ça. Bien, je ne suis pas tout le temps là, en permanence, là, mais je vous dis, c'est ça. Puis je sais qu'il y a déjà... peut-être 1 mois ou 2 mois, il y a eu 2 Autochtones qui se sont présentés. Donc, mais regardez, comme j'ai dit, on ne fait pas de discrimination, on ne fait pas de filtrage. Bravo. Donc, toute personne qui pourrait se retrouver dans une situation X, bien, on arrive puis on intervient si on doit intervenir. Donc, je donne un exemple, M. Brazidossa, je ne sais pas si c'est un Africain, je ne sais pas si c'est un Haïtien. Je n'ai pas pris de... Je crois que c'est un Africain par rapport à son accent. En tout cas, ça, c'est mon opinion, mais allez-y, oui. On ne se dit pas qu'on voit quelqu'un, bien, on va le servir juste parce qu'il vient de telle portion du globe. Non. On arrive, vous êtes dans une situation X, on va intervenir parce que, justement, on a un mandat, puis c'est ça. OK, parfait. Mais dans le fond, il y a quand même une priorité pour la communauté noire sans faire nécessairement de discrimination parce que c'est quand même la Ligue des Noirs du Québec. OK, oui. C'est grosso modo. Mais quelles sont les plaintes les plus fréquentes que vous dealez, que vous négociez ou que vous aidez, dans le fond, les gens à régler ou à gérer? Je vais vous dire que c'est... Grosso modo, c'est surtout des plaintes par rapport à la sécurité publique, c'est-à-dire par rapport à l'intervention policière, mais il y a également des questions d'immigration, des questions d'abus, il y a des questions au niveau du travail. C'est varié, là, je vous dirais. Là. Donc, on intervient sur plusieurs sujets à la fois. Excellent. Puis au point de vue des Black Lives Matter, c'est quoi ton opinion là-dessus? Qu'est-ce que tu as à dire, dans le fond, à la communauté québécoise en général, de qu'est-ce qu'on a vu, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, toute cette... Il y a tellement eu d'encre qui a coulé là-dessus. Black Lives Matter, White Lives Matter, Babies Lives Matter. Mais qu'est-ce que toi, en tant que président de la Ligue des Noirs, en penses? Moi, je vous dirais, c'est toujours bon de se faire entendre. C'est toujours bon d'occuper une portion de l'actualité publique. Si ça aboutit à quelque chose de positif. Donc, c'est ça. Donc, on doit avoir un impact sur la société puis arriver justement à un dialogue, arriver à faire quelque chose de nouveau dans la société. On sait actuellement que, et puis c'est encore le cas dans le fond, qu'il y a encore des problèmes de racisme, il y a encore des problèmes un peu partout. Donc, nous, à la Ligue des Noirs du Québec, si vous vous rappelez les interventions que j'ai faites, je voulais qu'il y ait plus de représentativité. Ça, c'est dès que je suis arrivé, j'ai demandé ça. Au niveau municipal, je me suis présenté, j'ai dit ça. Puis je voulais aussi au niveau fédéral aussi, au niveau provincial. Puis là, c'est peut-être un hasard encore. Là, on va dire que c'est un hasard. Exact. Mais je ne sais pas si vous avez vu les pancartes électorales, mais il y a eu beaucoup de diversité. Oui, c'est vrai. Donc, c'est bon. Parce que surtout le côté de Legault, j'ai vu quand même quelques personnalités. Parce que Marvin Rotran, qui a pris sa retraite présentement, se plaignait et disait non, qui est un juif d'ailleurs, il disait non, je demande, il n'y a pas de résultat. C'est comme moi j'ai demandé, j'ai dit des choses, puis finalement. La chance, ou je ne sais pas, c'est peut-être l'alignement des étoiles, mais... Ou ton intelligence, tout simplement, à contribuer. Finalement, il y a eu... J'ai vu... Moi, tout d'un coup, j'ai même été surpris aussi, parce que tout d'un coup, j'ai vu des pancartes par-ci, des pancartes par-là, avec beaucoup de candidats noirs, tout ça. Et je dois préciser également, entre autres, que... Parce que tout à l'heure, vous aviez parlé de Valérie Plante, mais écoutez, le président de
comment dire, au niveau électoral, c'est de Ludwig quelque chose, excusez-moi, je suis là à discuter avec les noms. C'est un homme noir. Et il m'avait approché personnellement pour que je trouve des candidats noirs. Vous comprenez, là? Nice. Donc, bon, il y a de l'ouverture de la part de l'équipe de Valérie Plante, là. Donc, c'est pas... pour moi, Valérie Plante, c'est ce genre de mère qui va dire à la population montréalaise « Allez jouer dans les champs de patates ». Moi, une mairesse qui parle comme ça à ses concitoyens, je trouve que ça n'a pas sa place. Et le front de qu'est-ce qu'on voit de Valérie Plante, c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment beaucoup d'hommes ou de femmes haïtiens. Mais ma question, c'était vraiment, haïtiens ou toute communauté noire, mais ma question, c'est vraiment savoir ton opinion par rapport au Black Lives Matter, ce mouvement-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça a raison d'être, dans le fond? OK. Mais juste une petite... Dans l'équipe de Valérie Plante, j'ai constaté qu'il y avait quand même des personnes noires, là. C'est correct. On est d'accord là-dessus. C'est bon, c'est correct. Là, moi, je fais juste qu'est-ce qu'on voit pas, là? C'est derrière les rideaux. Moi, je parle de qu'est-ce qu'on voit. Je n'ai pas vu, moi, de mon côté. Mais en tout cas, on va revenir là-dessus, un autre débat. Mais c'est vraiment savoir pour moi, dans le fond, le Black Lives Matter, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce mouvement-là? Bien, pour moi, le Black Lives Matter, ça représente... Bien, c'est un organisme comme un autre. La seule chose, c'est que cet organisme-là fait beaucoup parler de lui. Ils ont beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de... je sais pas, beaucoup de chapitres, là, dans le sens que il y a des organisations par-ci, des organisations par-là, mais ils arrivent quand même à monopoliser au niveau anglophone surtout, je vous dirais, l'attention publique. J'ai dit tant mieux, parce que ça arrive que les citoyens et citoyennes du Québec doivent comprendre, et ailleurs dans le monde, que le racisme, ça doit justement terminer. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, tant que l'attention des gens est centrée sur une problématique ou sur une série de problématiques qui doivent être changées, je suis d'accord avec ça. C'est beau. Excellent. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement François Legault qui disait comme ça que publiquement que le racisme systémique n'existe pas au Québec, mais pas du tout. Est-ce que ça serait quoi ton opinion là-dessus? Premièrement, encore là, il avait changé, il avait dit quelque chose, oui, ça fait un certain temps. Après ça, il a changé son fusil d'épaule, il a nuancé. Et il l'a admis au niveau des Autochtones. Entre autres, moi, je vous dis ça comme ça, carrément. Là, donc, je dirais aussi que qu'il croit, qu'il ne croit pas, on est au Québec, on est dans une société libre et démocratique. Donc, chaque personne peut donner son opinion sur tel ou tel sujet. Donc, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? La réponse, c'est non. Quant à moi, ma position, c'est le contraire de ça. Et d'ailleurs, je vous dirais que le fédéral, qui a des données sur l'ensemble du Canada, via l'Agence fédérale Statistique Canada, a clairement dit et démontré avec chiffres à l'appui que oui, il y avait du racisme systémique, qu'il y avait de la discrimination systémique. Ça, ce sont les points. Donc, je ne sais pas sur lesquels François Legault a donné son opinion, là, mais moi, je vous dis, moi, ce à quoi je crois. Mais il a droit à son opinion, là. Ah non, mais il a droit à son opinion, oui, mais en même temps, c'est quand même le premier ministre du Québec où il y a plein de communautés qui font partie de ce Québec-là et qui contribuent à l'essor et à l'économie. Donc, je crois qu'il ne devrait pas juste être le premier ministre de quelques parties, il devrait être le premier ministre de toutes les parties. Il est le premier ministre de tout le monde, dans le fond. Parce que regardez, là, on est dans une société, encore là, je le précise, libre et démocratique. Donc, moi, là, quand j'ai décidé, je me suis dit comme ça, on avait besoin d'un recours collectif pour attirer l'attention, pour sensibiliser la population. On a fait un recours de 171 millions de dollars. Regardez, je l'ai fait, il n'y a personne qui est arrivé pour me bloquer, là, vous comprenez? Là? Donc, c'est ça. On est la seule organisation dans tout le Canada, la Ligue des Noirs du Québec, à avoir fait une telle action. Et c'est une action, un recours collectif. Dans toute l'histoire du Québec, on est la seule à avoir avoir poursuivi une ville pour profilage racial. Là. Donc, c'est historique. C'est ça. Puis là, je vous dirais, si je voudrais, là, techniquement, là, on va dire, j'essaie de regarder comme ça,
La semaine prochaine, vous me suivez, je pourrais décider comme ça moi-même. Je dis, bon, ben je décide de poursuivre la SQ, le gouvernement, puis il n'y a personne qui pourrait me bloquer, parce que regardez, tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est on regarde les données, puis on arrive à avoir des chiffres, des statistiques, puis trouver une victime qui, justement, est assez représentative, vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est nous qui décidons, vous comprenez? Tout comme un autre organisme de défense des droits pourrait faire la même chose. C'est juste que la Ligue, nous, si on croit en quelque chose, on a comme plus de... Je sais pas, peut-être de courage, ou je sais pas. Vous êtes direct. Donc, on est indépendant, puis on y va, on fonce. Vous n'avez pas de subvention du gouvernement? C'est le public, le grand public qui vous donne des subventions ou d'autres organismes, des partenaires qui vous soutiennent financièrement? On va recevoir des subventions gouvernementales. Encore là, c'est pour ça que je vous dis que... fédéral, provincial ou... Fédéral ou provincial. C'est pour ça que je vous dis que on est dans une démocratie, là, donc les gens respectent l'opinion des autres. Là, donc, c'est ça. En tout cas, moi, personnellement, si on parle un petit peu de... Et encore là, je vais juste vous dire comme ça, à un certain moment donné, je ne vais pas nommer le nom du ministre pour ne pas qu'il mette les pieds dans les plats, mais cette année, il y a un ministre qui m'avait dit, bien, souvent une poursuite contre le gouvernement, vas-y, fais-les. Donc, la balle au bon, je ne sais pas si vous entendez l'émission, là, mais... Moi, je crois que tout le monde devrait poursuivre ce gouvernement-là quand il y a beaucoup de chances que ça arrive, là. En tout cas, tu vas avoir notre appui. Moi, je vais juste, dans le fond, savoir de ton côté, comment tu as trouvé la gestion de la pandémie, surtout pour les aînés. Il y a beaucoup d'aînés haïtiens, africains, whatever, qui ont été pris aussi à dépourvu. J'aimerais savoir de ton côté comment que tu vois ça, cette gestion-là par Legault, du moins pour le Québec. Écoutez, je ne suis pas un expert au niveau de la bon, on est d'accord pour dire comme ça que ce monsieur-là, c'est le seul ministre qui a mis le Québec à, comment tu appelles ça, André, là, qui a le couvre-feu à travers le globe. Le globe complet, c'est le seul premier ministre qui a mis un couvre-feu partout sur la planète dans cette pandémie-là. Bien, comme je vous dis, partout sur la planète, je ne comprends pas. C'est-à-dire, dans le fond... Sur le territoire du Québec, là. Non, ben moi, je vous dis que dans la gestion de la pandémie, de la crise de cette pandémie-là, le Québec, sous la gouvernance de la CAQ, a été le seul endroit dans tous les pays du monde qui a mis un couvre-feu, où ce que les gens, à partir de 8 heures, devraient être chez eux. Et on est le seul, du côté fédéral, qui a mis l'état d'urgence d'un acte de guerre. Ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé fédéral et provincial. Moi, j'aimerais juste savoir ton opinion. Comment tu as vécu ça, puis comment tu vois ça? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la question du couvre-feu, parce qu'il y a d'autres endroits où il y a eu un couvre-feu, entre autres en République dominicaine. Il y avait eu un couvre-feu. C'est juste que j'ai pas vraiment regardé toutes les modalités, les endroits où il y avait un couvre-feu de la planète, là. Mais moi, je sais qu'il y avait déjà eu un couvre-feu en République dominicaine, puis un autre endroit que j'ai malheureusement pas le souvenir. Là, donc, Moi, j'ai de la famille en République dominicaine, puis j'ai pas eu bruit de ça de mon côté. Mais il y en avait un. C'est juste qu'après, ils l'ont annulé. Mais je confirme, là, il y a eu un couvre-feu en République dominicaine. Moi, je peux... En tout cas, doesn't matter. Moi, je te dis tout simplement de mon côté à moi, j'ai de la famille là-bas, puis j'ai pas eu bruit de ça. Mais mon opinion, c'est savoir, au point de vue de la gestion, là, surtout avec les aînés, là, présentement, que ce soit québécois ou haïtiens ou africains, est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire mieux ou moins? C'est quoi ton opinion par rapport à cette gestion-là des CHSLD? Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il a peut-être hérité de ce qui s'est passé avant son gouvernement. Je ne sais pas, moi. J'ai pas toutes les données, mais ce que je sais, c'est qu'il manquait clairement de personnel qualifié pour justement faire face à une telle crise. Et ça ne pouvait qu'entraîner des complications au niveau de la situation qui était quand même nouvelle, parce que c'était quelque chose qui... c'était du jamais vu, dans le fond, là, donc... Est-ce qu'il pouvait mieux faire? On ne pouvait pas prévoir à l'avance qu'il y aurait une pandémie mondiale, qu'il y aurait une pandémie d'une telle importance au Québec. Face à des nouvelles situations, un cas de force majeure,
il a fait ce qu'il pouvait en fonction de ce qu'il y avait comme élément devant lui. Donc, moi, je ne veux pas lui jeter la pierre, mais au moins, il a agi, il a fait des choses. Donc, mais quant à dire que je peux pas vous dire, répondre clairement à la question. Okay. C'est sûr que j'aurais aimé ça se passe mieux, mais Fait que d'après toi, il a fait ce qu'il pouvait selon les circonstances, là? Bien, selon moi, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Donc, parce que regardez, c'est quand même un premier ministre, il sait qu'il y a des obligations, il ne va pas faire exprès pour faire en sorte qu'il y ait des mauvaises situations pour des Québécois et Québécoises. Là. Je ne peux pas croire ça, mais c'est ça, j'ai pas toutes les données, comme je dis là. On va regarder une deuxième vidéo de la Ligue des Noirs. André, s'il te plaît. Avec cette groupe-là, et j'étais un des responsables à Montréal pour donner une dimension du Québec pour la lutte que nous menons. Notre influence est basée sur notre autorité morale, notre moralité. Et c'est à cette base-là que nous, à la Ligue, nous militons pour des changements. La mission, c'est pour lutter contre le racisme et la discrimination, toute forme d'injustice. Et il y a eu beaucoup de luttes, il y a eu beaucoup d'interventions. Jusqu'à aujourd'hui, la mission principale, c'est la défense collective des droits dans la communauté noire et des communautés culturelles. Mais la Ligue prend aussi position sur tous les enjeux de la société où il y a des injustices ou des inégalités. Mais aussi, l'une des missions de la Ligue, c'est d'accompagner les gens qui veulent faire des plaintes, qui se sentent discriminés, qui ont subi une injustice quelque part et qui veulent la faire réparer, mais ne savent pas comment s'y prendre. Donc, quand ils arrivent à la Ligue, on va faire tout notre possible, montrer les voies et les recours à suivre pour avoir gain de cause. Pour continuer dans le même sens, la Ligue a souvent écrit aux autorités et on fait aussi des actions concrètes pour leur demander de changer, disons, la culture pour que les gens de la communauté noire ne continuent pas de subir la discrimination, des arrestations injustifiées. C'est pour cela qu'après maintes fois de demandes qui n'ont pas donné de suite, la Ligue a décidé d'entamer un recours collectif contre la ville de Montréal et son département de police. De retour en studio, les amis, écoutez, il fallait que je parle à mon livre. J'ai complètement oublié qu'on a commencé un petit peu plus tard que prévu. Donc, de retour en studio, je vais juste, dans le fond, revenir à cette vidéo-là que je trouve vraiment intéressante, parce que tu as parlé de l'avocat qui a pris le recours collectif. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le dossier? Oh, ça fait un petit bout de temps. Moi-même, je n'ai pas en tête je dirais à peu près peut-être 2 ans et quelques. Là. Et ça avance bien ou... Présentement, le recours se retrouve encore devant la Cour supérieure. Okay. Au départ, il fallait obtenir l'autorisation de la Cour supérieure pour faire le recours collectif. Donc, il y a eu comme un genre de contestation de la part des avocats de la Ville. Mm-hmm. Ils espéraient nous battre dans un certain sens. Là. Ils voulaient faire que l'action tombe, là, mais fort malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, dans le fond, on a eu justement gain de cause et l'action est toujours là. Et pour le reste, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais ça va se passer devant un juge. Donc, dans les prochains mois, probablement en février ou mars, là, ça va être le procès ou éventuellement, ça va être un règlement hors cours. Parce que c'est pas nécessairement
toutes les actions qui finissent devant le tribunal puis qu'on élabore tout. Là. Donc, nous, on va prendre les conseils des avocats Donc, c'est ça. Le conseil d'administration, là, c'est parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, là. Mais nous, en tant que membres du conseil, on a le devoir de suivre l'opinion des avocats. Ça nous protège, là. Exactement. Mais bravo. En tout cas, je vous souhaite un franc succès là-dessus, c'est sûr et certain. Je sais que vous avez aussi un programme pour les aînés, où ce que vous ralliez des jeunes avec des aînés. Donc, j'aimerais, dans le fond, que tu puisses dire que s'il y a des jeunes haïtiens, haïtiennes ou africains qui nous écoutent, ou même québécois, comment ils peuvent vous rejoindre, vous contacter et faire partie de ce programme-là? Et c'est quoi ce programme-là aussi? C'est un programme, c'est pour briser l'isolement des personnes âgées et pour leur permettre d'avoir plus de facilité, plus de manière de communiquer avec l'extérieur. Parce que quand vous êtes une personne âgée puis que vous vivez seul ou que vous n'avez pas vraiment de contact avec vos proches, bien, l'isolement, c'est quelque chose qui doit être brisé. Donc, si vous avez la faculté de pouvoir utiliser un ordinateur, utiliser les trucs comme Twitter, comme Instagram, comme Facebook, comme Zoom, etc., mais c'est pas tout le monde qui sait comment utiliser ces programmes-là. Donc, les personnes âgées, déjà au départ, ils peuvent pas nécessairement... ils sont réfractaires des fois, ou bien encore, ils ont de la difficulté à comprendre, à utiliser ces outils-là. Donc, les tablettes et tout. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne les connaissances, la capacité, justement, de pouvoir communiquer, de les utiliser. Et dans le cadre de notre programme, je désire préciser ça, parce qu'on est financé par le fédéral. Donc, on offre une tablette à ces personnes-là. Donc, la tablette, ils la gardent. Nice. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent justement pouvoir continuer à garder le contact. Donc, s'il y a quelqu'un, donc une caméra, s'il y a des gens de la communauté noire qui seraient intéressés à participer au programme, donc des jeunes qui voudraient communiquer leur expérience, c'est-à-dire aider des personnes âgées à pouvoir communiquer et utiliser les outils technologiques, bien, vous êtes les bienvenus. Vous n'avez qu'à appeler à la Ligue des Noirs du Québec. Est-ce que tu peux donner le téléphone? Oui, c'est le 489-3830 dans le code régional 514. Excellent, mon cher. André, est-ce que tu as la quatrième vidéo, s'il te plaît? C'est celui-là qu'on parle pour les aînés, là. Les aînés, là, sont vraiment des réservoirs de savoir. On ne les exploite pas assez. Ils peuvent inspirer plus d'un. Et le jeune ne va pas seulement recevoir de l'aîné, mais lui aussi, on voit que beaucoup d'aînés également ont de la difficulté avec la nouvelle technologie. Ils ont aussi certaines limites vu l'évolution du monde. Donc, le jeune également va essayer d'apporter ce qu'il sait faire en matière de technologie, comment utiliser les réseaux sociaux, comment aller faire et utiliser les moteurs de recherche, Google, pour briser l'isolement, surtout en ces temps de confinement, en ces temps de Covid. Comment les aider à utiliser les nouvelles applications, les nouvelles outils de communication comme WhatsApp, Viber, Teams, pour entrer en communication avec leur famille. Donc, c'est vraiment un beau programme de partage d'expérience et puis également qui peut aller au-delà de ça. Le gouvernement sait que la Ligue existe, les gens savent que la Ligue existe. Maintenant, pour le futur, ce qu'il faudra faire, c'est une implication peut-être plus politique pour justement améliorer la représentativité des gens des communautés culturelles au niveau des instances décisionnelles. Parce qu'on a encore beaucoup de carences, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial ou au niveau fédéral. Et je pense que la Ligue, dans le futur, aura un rôle à jouer. Oui, c'est ça. Il y a un programme que nous allons mettre en place pour sensibiliser l'ensemble des membres de la communauté noire, particulièrement les femmes, pour s'impliquer au niveau politique dans les pouvoirs décisionnaires. C'est une sensibilisation à grande échelle qui doit être faite. On en fait déjà, on initie des conférences, différentes activités pour sensibiliser les gens, mais le chemin est long et il faut juste qu'on continue pour prendre notre place. De retour en studio, les amis. Donc, on parlait en honte, mon cher Max, concernant la jeunesse, la dame qu'on avait vue.
Ah oui, je disais comme quoi que cette personne-là, elle faisait partie d'un programme subventionné par l'État. Dans le fond, c'est... il paye une partie du salaire des étudiants pour qu'ils puissent justement venir travailler. Donc, c'est quelque chose encore là, c'est admirable. Donc, on a une participation de la part du gouvernement qui finance les activités de la Ligue. Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils vont avoir une certaine rémunération quand même pour leur implication, ou sinon, ils peuvent le faire tout simplement de bonne foi, puis c'est correct aussi. Là. Oui, effectivement. Parfait. Excellent, mon cher. Écoute, j'ai une dernière question à savoir. C'est quoi l'implication de la Ligue des Noirs du Québec avec l'ambassade d'Haïti à Montréal? Est-ce que vous avez des liens, des affiliations, des connexions dans lesquelles que vous pouvez, dans le fond, aider pour aller chercher les instances gouvernementales plus facilement, plus rapidement? C'est une très bonne question, mais malheureusement, je n'ai pas de réponse avec ça. C'est la première fois que vous m'arrivez avec ça. C'est notre première entrevue. Oui, je comprends. Mais à la base, je vous dirais, non, on n'a pas nécessairement de connexion et je ne crois pas qu'une connexion soit nécessaire parce qu'une ambassade, c'est quelque chose de public, c'est quelque chose d'accessible. Ça représente un État, c'est-à-dire l'État haïtien. Et normalement, en principe, si la Ligue des Noirs du Québec, qui est un organisme à but non lucratif, décidait de sonner à la porte de l'ambassade, je peux vous dire que, normalement, en principe, l'ambassade nous recevrait et répondrait à toutes nos questions. Ce n'est pas quelque chose, comment dire ça, qui poserait un problème. Là. Donc, je ne vois pas... Mais en tout cas, la relation est à bâtir quand même parce que vous n'êtes pas encore en communication avec eux autres. Mais en tout cas, moi j'ai posé la question parce que j'ai téléphoné à plusieurs reprises à l'ambassade d'Haïti parce que je vais aller chercher des documents. Puis c'est vraiment eux autres qui peuvent m'aider là-dessus. Il y a beaucoup d'Haïtiens, André. OK, parfait. Il y a beaucoup d'Haïtiens aussi que moi, je frappe aux portes, je te dis là, facilement depuis au moins 3 semaines et je n'ai pas de réponse. On parle de quel document exactement? Que ce soit les documents, que ce soit le baptistère qui sont en Haïti, que ce soit vraiment des documents administratifs depuis 2010, tout ce qui est arrivé en Haïti. On essaye de faire ce genre de recherche-là et on a un petit peu de la misère à rentrer en contact avec ces gens-là. Il y a aussi le fait qu'en Haïti, présentement, c'est le bordel, c'est un zoo, il n'y a personne qui peut descendre là-bas. Ma famille ne peut même pas aller en Haïti parce qu'il y a trop de bandits. Moi, je me demandais, c'est quoi, ma question, c'était aussi de demander à l'ambassade, mais quelle est l'intervention qu'ils font? Parce que je ne vois rien qui se passe à Montréal parce qu'il y a 12 millions de dollars qui étaient envoyés d'Haïti au Canada pour des chars blindés. Et les chars blindés, les 15 qui ont été commandés sont arrivés, la plupart, le radiateur ne fonctionnait pas, les machines ne fonctionnaient pas. Puis je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils font, l'ambassade d'Haïti à Montréal? Pourquoi qu'il n'y a pas une intervention pour dire à ce gouvernement-là, écoute, on a payé 12 000 là, puis 12 millions de dollars et on ne voit rien, tu comprends? Moi, c'était dans cette optique-là que moi, je téléphonais, mais c'était tout simplement savoir si tu avais s'il y aurait lien de soutenir, dans le fond, la Ligue des Noirs, de collaborer avec l'ambassade haïtienne, simplement à Montréal. Nous, à la Ligue des Noirs du Québec, on est une organisation qui est ouverte, on est une organisation qui évolue avec le temps, évolue avec le Québec, évolue avec les besoins des utilisateurs et utilisatrices. Donc, si on se retrouve à avoir une certaine demande dans un champ donné, bien, c'est sûr qu'on va on va faire en sorte, justement, de développer de ce côté-là pour justement pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Donc, c'est quelque chose qui est là. Donc, vous m'avez donné l'information, il y aurait telle chose, là, mais au niveau des documents, mais même dans d'autres endroits du monde aussi, ça arrive qu'il y a des problèmes administratifs puis que ça va prendre du temps. Là. Donc, oui, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est juste au moins de poser, de faire le pas. Mais écoute, mon cher, j'aimerais dans le fond t'inviter à laisser les coordonnées, que ce soit téléphone, que ce soit le site Internet. Si les gens veulent faire un don, nos auditeurs qui nous écoutent veulent faire un don à la Ligue des Noirs du Québec et s'ils veulent apporter le soutien, comme je dis, sous des programmes, peut-être que tu peux leur donner les coordonnées, s'il te plaît. OK. Donc, si vous avez pour intention de faire un don à la Ligue des Noirs du Québec, moi, je vous dirais qu'on a
Le numéro de téléphone, c'est le 514-489-3830. C'est pas moi qui m'occupe de la partie administrative, mais vous avez juste à appeler. Donc, et à ce moment-là, le personnel vous recevra. Donc, le site Internet, c'est quoi? C'est infoligue@vidéotron.ca. Ça, c'est le courriel. Le site Internet, c'est quoi l'adresse du site Internet? C'est la Ligue des Noirs du Québec? J'ai pas vraiment l'adresse. OK, parfait. Mais avec le téléphone, c'est dans le site Internet, si la personne met Ligue des Noirs du Québec, on a accès directement au site. Là. Excellent, mon cher. LaLigueDesNoirs.org. Merci, mon cher André, vraiment apprécié. Oui. Donc, pour tous ceux qui veulent faire un don, parce que je sais qu'il y a une section de dons, je vous invite sincèrement à aller sur LaLigueDesNoirs.org et soutenir cette organisation, à soutenir, dans le fond, le président du CA pour tout le travail qui se démène comme un fou à faire et qui va continuer à faire. Je salue ton travail, Max, pour tout ce que tu fais pour la communauté haïtienne, mais pas juste haïtienne, pour la communauté québécoise en général. Donc, André, tu peux peut-être mettre la première vidéo. Merci encore, c'est vraiment apprécié. Puis, à une prochaine fois, peut-être. Donc, ça ne sera pas très long. Je vais juste attendre qu'André mette la vidéo, puis on va... On le vit. Et que la Ville, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais adopté un règlement qui l'interdit ou au moins qui puisse le baliser. La seule façon, une fois que vous avez tout épuisé les recours au niveau administratif, ce qui vous reste, c'est le judiciaire. Et je crois que c'est dans cette volonté-là, dans cette optique-là, que le recours collectif est venu pour aller chercher un jugement qui, là, va avoir une force exécutoire face à la pratique qui existe depuis plus que 30 ans. Là, au Québec, à Montréal surtout, tous les semaines, on a des gens qui viennent porter des plaintes de profilage racial. On a au-dessus de 17 000 personnes par année qui sont probablement touchées par ça. Et ça, c'est des chiffres qui viennent du service de police même parce qu'on a eu un rapport sur le taux d'interpellation. Et le rapport est très clair. Un noir, exemple, a 4 fois plus de chances d'être interpellé, arrêté ou détenu par la police que les gens des communautés non racisées. Alors, l'appui de la Ligue est très important parce que la Ligue est très bien documentée et très bien outillée parce que ça fait longtemps que la Ligue suit ce dossier-là. Je dirais que même récemment, le gouvernement a nommé un ministre responsable de lutte contre le racisme. Donc c'est un problème de société qui est dans la société. La lutte doit continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de discrimination ou de racisme dans la société, où tout le monde doit se sentir chez eux. Mais nos actions ne se limitent pas seulement à la défense des droits. On fait aussi des actions concrètes comme, par exemple, l'intégration des jeunes dans l'emploi. De retour en studio, les amis, André, il a fait... ça serait pas... est-ce qu'on est en onde, Max? On est en onde. Merci. Donc, André, est-ce que tu veux faire ton petit point là-dessus ou... Non. OK, parfait. J'attends la chanson. OK, excellent. Fait que il y a des événements qui s'en viennent. Un événement qui s'en vient, les amis, qui s'appelle « Je me souviens », samedi le 12 novembre à 1h30 au 360 rue Saint-Jacques, organisé par Québec Pro-Choix. Toujours, je parle de la souveraineté. Donc, super important. On donne je vous invite à adhérer au Club des souverains. On est tous nés souverains, on est tous nés souveraines. Je vous invite aussi à faire en sorte de prendre les informations qu'on va vous donner au point de vue des formations et des conférences qu'on va faire incessamment. Donc, pour toute information et pour adhérer au Club des souverains, téléphonez-moi au 1-888-231-4278. Donc, André, je suis prête pour le serment de fidélité. Donc, je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche, qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs de la Crête-à-Pierrot, de la Butte-Charrier et de la Vertière, qui se sont immortalisés sous les boulets et la mitraille pour nous créer une patrie où l'Haïtien se sent réellement souverain et libre. Yes!
Un gros merci au président du CA de la Ligue des Noirs du Québec, M. Max Stanley Bazin. Merci de ta présence, mon cher. On se voit, nous, le 16 novembre à 17h. Je vais essayer d'être là à l'heure, si pas pris dans le trafic, sur luxmedia.info. N'oubliez pas d'adhérer, c'est super important. La télévision du peuple, partagez en masse. Merci, mon cher André. On se voit la semaine prochaine. Mes amis, c'est le boss de Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès. Mes amis, DJ Dax, ça sent le succès. Tu m'aimes pas, mais ta bitch, c'est ma biggest succès. Y'all ready for French now? Pause. Get that French money. Ils savent comment on fait de l'argent, passer de l'illégal au légal.